Maintenant, je considère qu'il y a deux écoles. Soit on veut rentrer dans la pensée de Nietzsche à travers ça, soit on veut rentrer dans cette pensée à travers comment elle a été représentée, à travers une narration. Et des fois, ça peut être plus complet dans la narration. Par exemple, une œuvre Full Metal Alchemist, pour comprendre Kant, tout cela, il y a plusieurs éléments qui sont montrés, mais c'est quand même hyper intéressant aussi cet autre format. Mais il faut aussi prendre le fait avec des pincettes, dire que ça ne se substitue pas à la lecture des textes des auteurs. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Eh bien, rebonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Casse Départ. Aujourd'hui, on est avec Gatsu Sensei, on est en direct de Japan Expo, où il y a un public en délire. Merci public, qu'est-ce que vous êtes généreux. Alors, on va parler de santé mentale aujourd'hui avec Wallo. Sae n'est pas là, elle est dans les parages, on la remercie. C'est grâce à elle qu'on est ici. Et on va commencer tout de suite par une présentation de Gatsu. Mais qui es-tu, Gatsu ? Alors, pour me présenter rapidement, je me nomme Gatsu Sensei sur les réseaux, je suis professeur de philosophie, philosophe spécialiste du manga japonais en particulier, et je crée des vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube de vulgarisation philosophique à travers le manga, chose que je fais déjà dans mes cours où j'explique la philosophie par les mangas, et je suis aussi depuis un an, auteur d'un ouvrage de vulgarisation philosophique, à savoir Manga Philo, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans cette Japan Expo, dans le quartier manga, donc si ça vous intéresse. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la présentation, je pense que j'ai dit l'essentiel. Très bien. Et on est aussi avec Wallo. Wallo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi ce sujet-là, manga et santé mentale, la philosophie nous permet-elle d'aller mieux ? Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là ? Bon, pour moi, pour me situer un peu, je suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment, mais je l'ai été par le passé. Je suis un ancien d'animation japonaise. Quand je dis ancien, c'est-à-dire que quand j'avais votre âge, pour les plus jeunes, je me suis battu pour faire reconnaître cette culture. Et bien évidemment, parce qu'à l'intérieur, je voyais déjà qu'il y avait des choses qui étaient enseignées, qui m'ont beaucoup inspiré dans ma propre vie et qui m'ont conduit, entre autres, à devenir aujourd'hui thérapeute, entre autres pour accompagner toute personne qui a des soucis dans le domaine de la santé mentale. Et j'y ai repéré quand même depuis quelques temps l'impact, en fait, véritablement dans le manga. Je sais pas si Gatsu sera du même avis que moi, mais ça sera intéressant à débattre. L'impact du Shinto, en fait, dans les animés du manga. C'est-à-dire que c'était l'état d'esprit. Ça me paraît essentiel aujourd'hui pour bien comprendre ce que c'est que le Shinto. Enfin, c'est tellement présent dans tout, même quel que soit le manga, quel que soit l'animé. Et cet état d'esprit-là, j'ai trouvé qu'il était, fondamental également pour comprendre tout l'impact au niveau santé mentale en tant qu'animé fan. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu entends par Shinto ? Shinto. Bon, alors pour Shinto, pour faire simple, ça correspondrait à de l'animisme, c'est-à-dire le rapport à l'environnement et à soi pour les Japonais. C'est pas vraiment une religion. C'est comme un art de vivre avec un état d'esprit, des préceptes que l'on suit. Est-ce que c'est clair dit comme ça ou Gatsu, est-ce que tu me suis, toi qui es un peu plus... Je comprends du coup ce concept d'harmonie avec la nature, faire un avec tout ce qu'il y a autour et de trouver une éthique donc de vie à travers cette inscription du sujet dans un monde dans lequel il fait partie, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu, ça correspondrait pour pour moi qui suis d'origine africaine. J'ai retrouvé dans le Shinto des choses que je connaissais déjà dans ma propre culture et qui est beaucoup plus orientée, tradition, rituel, mais en même temps organisation de la société. Vous voyez, toutes ces choses-là avec un principe de base qui se trouve avec le Shinto au Japon. Et c'est cette réponse que j'ai trouvée assez intéressante de dire, tiens, c'est assez curieux, je retrouve dans la culture japonaise des éléments de ma propre culture alors que on a choisi aussi ce thème sur la philosophie des mangas, nous permettait d'aller mieux parce qu'on s'est rendu compte aussi à une discussion avec Gatsu et avec Wallo que en fait les différentes typologies de mangas en fait nous permettent d'aller mieux et sur une philosophie par exemple sur Full Metal Alchemist où Gatsu Sensei est complètement hardcore fan. En fait la philosophie de ce manga lui a permis de trouver des préceptes qu'il a pu appliquer dans sa vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ?
vis-à-vis du rapport que la philosophie, donc l'enseignement philosophique que l'on peut tirer de cette œuvre vis-à-vis de mon vécu personnel et comment ça peut me permettre d'affronter le quotidien, c'est ça? Exactement. Si l'on reste sur le thème de Full Metal, qui est quand même une œuvre extrêmement complexe, riche, et où on a pas mal de courants et de pensées philosophiques qui sont représentés dans cette œuvre à travers divers personnages, je pense que déjà pour prendre le sujet d'un point de vue plus général, en restant sur le concept de manga, d'éthique, permet d'aller mieux dans notre vie et de philosophie, le manga permet d'avoir un rapport à soi et au quotidien qui va se métamorphoser, parce que c'est le travail de l'art en général, c'est une médiation que l'on fait pour pouvoir revenir dans le réel et mieux l'affronter. Il y a des gens qui se sentent mal, et qui voient une œuvre, qui vont voir une exposition, qui vont lire un manga, ils vont se sentir tout de suite mieux après. C'est le rôle de l'art et même de la philosophie qui est comme Ulysse qui voyage un énorme détour pour revenir à Ithaque, à la réalité, pour mieux la vivre. Et donc le manga en tant qu'œuvre d'art réalise cela. Au même titre que la philosophie, parce qu'il y a une connexion entre tout ça, comme tu disais, l'interconnexion qu'il peut y avoir entre différentes cultures, ça, mais c'est un point hyper intéressant, j'aimerais bien qu'on y revienne. Et donc, pour le cas précis de Full Metal Alchemist, moi, personnellement, Full Metal, ce que ça m'a apporté en termes de bien-être vis-à-vis de moi, de mon existence, de mon quotidien, c'est déjà le personnage principal, c'est l'amour de la connaissance et des sciences. Cette volonté de ce fait de se reconnecter au fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres qui sont faits pour apprendre, des êtres qui sont faits pour connaître, des êtres qui sont faits pour chercher pas seulement à dompter la nature, qui est l'erreur qu'il fait au début de l'œuvre. Edward est un alchimiste qui veut la métamorphoser et à la fin, il comprend que son seul rôle n'est pas de vouloir la maîtriser, qu'il n'a pas une supériorité. Il dit je ne suis qu'un simple humain, mais qu'il doit plutôt la comprendre, la connaître pour mieux vivre en harmonie avec elle. Donc quand on lit du Full Metal Alchemist et qu'on revient sur sa propre existence, qu'on se dit qu'est-ce que ça m'apporte, bon, personnellement, déjà le personnage d'Edward apporte ça. Il y a tous les autres personnages apportent leur panel de réflexion qui permettent de mieux affronter le réel. Par exemple, Alphonse Elric est quand même incroyable dans le fait qu'il représente beaucoup Descartes avec ce doute vis-à-vis de son existence et le fait de dire oui, mais le fait même que je me questionne, c'est important, tout cela. Donc pour résumer, Full Metal, ce que ça m'a apporté, c'est le fait de comprendre et d'avoir un rapport plus apaisé avec mon amour de la philosophie, de la recherche de connaissances. Ah bah je trouve que c'est très 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 précis. Justement, c'était la question que je me posais même en t'écoutant, parce que bon, j'ai quand même suivi un petit peu tes vidéos, et la toute première question quand même qui m'a intrigué, parce qu'on a des parcours différents, mais c'est à partir de quoi c'est né comment t'as connecté la philosophie avec ce que tu voyais dans les animés, c'est-à-dire c'est quoi le déclencheur en fait dans ta vie? Ça s'est fait tout seul parce que le manga est philosophie, c'est le manga, que ce soit le format japonais qui est un moyen de dessiner, mais aussi les mangas, les différentes œuvres sont emplis de philosophie, donc ça faisait tout seul. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je regardais les Naruto, tout cela, et je voyais des personnages avec un vécu extrêmement puissant, fort, qui se posaient des questions. Par exemple, ne serait-ce que Madara qui dit la souffrance est omniprésente, c'est une part du réel qu'on ne peut pas nier, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte d'important dans ce truc? Et Pain, lui, il dit bon, la souffrance, c'est quelque chose qui va nous apprendre à arrêter arrêter un cycle de haine. Il faut qu'on souffre davantage. Chaque personnage vit une souffrance et essaie d'en tirer une leçon, par exemple. Et en fait, moi, quand je vois ça, que je suis gamin, je vais voir mes parents, je leur dis papa, maman, quand j'y pense, finalement, nous qui souffrons tous, qu'est-ce que ça nous fait? Ils m'ont regardé, ils m'ont fait non mais arrête de regarder ça te fait trop réfléchir. Donc et une fois que ça a vraiment été la réponse de tes parents? Oui, ils étaient un peu perturbés parce qu'en fait, l'enfant qu'ils voyaient. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Quand c'était 10 ans. Oui, ah ouais, quand même. C'est un peu ça, précoce sur la question, parce qu'à cet âge-là, on a plutôt d'autres préoccupations quand même à 10 ans. Enfin, oui, mais les mangas nous amènent à nous préoccuper de ce genre de choses, parce que quand le personnage te pose directement la question, on peut pas l'esquiver. Alors attends, quand tu dis le personnage te pose directement la question, l'auteur à travers le personnage se pose. Ah d'accord, dans ce sens-là. Oui, voilà. Des fois, il pose une question. Il dit oui. Encore une fois, restons sur Madara quand il dit ce monde n'est que souffrance. Enfin, je veux dire, il commence à dire mais quel est le sens de cette souffrance? À quoi elle sert? Enfin, mais ce lien qui s'écrit avec la philosophie, pour ne pas faire un hors-sujet vis-à-vis de la question initiale, au niveau de quand je suis arrivé à mon premier cours de philosophie, et mon prof commençait à parler, je me disais
Mais c'est incroyable, c'est des questions que je me suis toujours posées en regardant des mangas, en lisant des mangas et en regardant des animés. Donc j'ai confronté mon professeur, je lui ai dit il y a ça, notamment dans Death Note, tout ça, il m'a fait sûr. Oui, bah le lien est évident, effectivement, il a compris pour Death Note, tout ça. Et donc j'ai toujours eu un peu cette double lecture, d'une part qui venait de mon naturel un peu philosophe, mais d'autre part que les mangas invitent finalement à faire. Et c'est ce qui se passe avec mes vidéos, c'est-à-dire que les gens se rendent compte, ils disent mais oui, mais c'est vrai que ça a toujours posé cette question, ce manga. Et du coup, à l'époque, donc ton professeur, lui, il a pris ça comme argent comptant. Il a pas remis en question, parce que moi, je viens d'une époque, pour ceux qui ne le savent pas, où le manga était vraiment mis de côté. On en parlait, je dis qu'on a souffert, on a pris cher. Donc moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, je sais que ça se voit pas, mais dans les années 90, quand nous, on parlait de manga, quand on essayait de défendre cette culture, d'ailleurs sous des aspects philosophiques tels qu'il évoque, on était pris pour une bande de tarés. Donc là, je le questionne parce qu'on n'est pas forcément de la même génération, et je suis curieux de voir que finalement, aujourd'hui, on a quand même des profs de philosophie qui prennent le temps d'être ouverts, enfin qui ont... Bah déjà aussi un peu, moi je sais que au bac, j'ai mis des phrases de Naruto dans mes copies. Parce que pour moi, Naruto, c'était tellement philosophique que, en fait, j'avais retenu des phrases que j'avais plus retenues maintenant parce que j'ai perdu la mémoire. Mais en fait, à chaque fois, les démonstrations, c'était avec des phrases de Naruto. Parce que pour moi, c'était tout ce que tu dis, Madara sur Pain et même sur Gaara aussi, qui a besoin de souffrir, etc. Le fait qu'il soit détesté, il veut être aimé des gens, etc. Et comment il fait. Donc, je trouvais ça hyper intéressant sur la philosophie de ces personnages qu'elle pouvait amener, moi, dans ma copie. Et après, tu as toujours d'où vient cet auteur. Ouais. C'est Kishimoto. Mais voilà, mais c'était hyper intéressant d'avoir ce rapport-là aussi. Alors, pour répondre dans l'ordre, au niveau de d'éducation nationale de Sato, je reste une minorité. Faut le dire. D'accord. Ça n'a pas encore totalement. Moi, je sais qu'il y a pas mal de collègues qui refusent les mangas. Ils disent non, c'est l'épreuve du baccalauréat de philosophie. Et je veux dire à mes élèves, ne mettez pas de mangas dans vos copies si vous ne savez pas très bien les mettre. Et aussi parce qu'il y a des correcteurs qui vont vous dire mais pourquoi il me parle de Masashi Kishimoto au lieu de me parler en termes d'illustration d'un Balzac, d'un Zola, tout cela. Ils ont passé un bac en termes de référence. En termes d'illustration, ouais. D'image, de situation pour illustrer leurs pensées. Il y a la référence philosophique, Platon, tout cela, Descartes. Bien sûr, les classiques. Et il y a l'illustration qui peut se faire justement avec des extraits, que ce soit de films historiques ou quoi que ce soit. Mais le manga, ça passe pas les filtres. Ça passe pas tout le temps, en fait, parce que c'est encore considéré comme étant de la pop culture. Donc c'est encore, il y a pas mal de philosophes actuels. Je ne nommerai personne qui disent que c'est de la sous-culture. Enfin voilà. Donc, mais on l'a tous le nom là en tête. Hein voilà. Mais du coup, et moi aussi, je viens d'une époque. Enfin, moi j'ai grandi au Maroc, donc il y a un décalage aussi vis-à-vis de ça. Mais où quand on parlait des mangas, quand t'es fan de manga, on nous regardait. Mais puis pourquoi tu es fan de ces choses-là? Enfin, je veux dire, j'ai connu ces discours sur le fait qu'il n'y a pas d'intérêt à voir un truc aussi violent. Enfin, on comprend pas. Oui, tu regardes Dragon Ball, tu regardes que des gens qui crient. Enfin voilà, il y a aussi ces choses-là. Mais aujourd'hui, effectivement, ça se démocratise, mais pas totalement. Et je considère que mon rôle en tant que philosophe et professeur, c'est d'aider à la démocratisation de la lecture philosophique du manga. Ok, donc aujourd'hui, tu étais vraiment dans cette démarche de vulgarisation en prenant des exemples, j'imagine, de ce que tes élèves peuvent suivre. Ok, sans être trop pointu. Ça les aide. Par exemple, quand je donne un texte de Platon, ils comprennent pas. Mais si je leur dis je vous parle de l'attaque des Titans, je remonte de situation. Et après ils disent oui, je comprends totalement. Et je fais relisons le texte ensemble. Mais c'est totalement Eren. Et je fais oui, voilà, c'est Eren. Vous avez vu une très belle représentation de ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? De un, le texte a arrêté d'être étrange pour eux. Ils ont commencé à... Deuxièmement, ils ont de l'intérêt pour cette pensée parce que ça leur permet de mieux comprendre leur personnage préféré. Et troisièmement, en fait, ils sont rentrés dans la philosophie, c'est bon. Et ils se rendent compte qu'ils sont déjà rentrés dans la philosophie avant même mon cours de philosophie. Oui, parce qu'il y a des préceptes qui ont déjà, à chaque fois, ce truc a été vachement repris quand tu dis que Edward, c'est Kant. Oui. Du coup, tout le monde fait, attends, et Kant, c'est qui? Et du coup, ça les permet d'amener dans la philosophie en entendant. Exactement. Ça crée toujours ce moment mystérieux. Par exemple, là en ce moment, je prêche Bleach. C'est Nietzsche parce que je travaille beaucoup dessus en ce moment. Et il y a une vraie représentation de la pensée nietzschéenne dans Bleach. Et il y a pas mal de gens qui disent je comprends enfin pourquoi cette œuvre m'a autant plu.
parce qu'il y avait tout ça dedans. Je comprends pourquoi Aizen m'intrigue autant et j'avais du mal à totalement le catégoriser comme étant un simple méchant manichéen. Enfin voilà, il y a vraiment un projet de sauver une société derrière, bon avec des moyens horribles, mais voilà. Est-ce que tu peux résumer? Est-ce que tout le monde connaît Nietzsche? Bien sûr. Non, pas. Bien C'est sûr. bon. Est-ce que tu peux dire rapidement qui est Nietzsche? Alors Nietzsche, c'est un philosophe du coup qui était d'abord philologue et qui est devenu après philosophe, donc il étudiait beaucoup les civilisations anciennes, du coup du 19e siècle, tout cela. Vous connaissez toutes ces phrases. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort, c'est Nietzsche. Dieu est mort, c'est Nietzsche. Ces phrases-là, c'est sa philosophie, sa pensée. C'est un philosophe qui analyse les civilisations et qui analyse les valeurs de chacune de ces civilisations et qui se demande quelle a été la bonne ou la mauvaise civilisation vis-à-vis de l'évolution de l'humanité et de comment on a réussi à devenir une humanité qui est soit devenue décadente. Par exemple, pour lui, l'Allemagne de son temps, c'était une société décadente, les cours n'étaient pas passionnants, on étudiait l'histoire de façon froide, tout cela. Il disait par exemple, la Renaissance, c'était un moment aristocratique parce que tout le monde vivait pour les arts, on vivait pour cela. Enfin, Nietzsche donc classe les civilisations et justement, il a écrit beaucoup d'ouvrages, donc il commence toujours. Je vais essayer d'être encore plus. Parce que c'est dur. Qui est Nietzsche, c'est assez compliqué. Mais dans un premier temps, il va critiquer les sociétés qui ne font qu'accepter des valeurs sans les critiquer dans leur esprit. Dans un deuxième temps, dire non à tout cela. Et dans un troisième temps, créer sa philosophie, qui est la philosophie du surhomme, de l'Ubermensch. Désolé les germanistes, hein, mon accent n'est pas totalement au point. Et créer du coup cette philosophie de la civilisation aristocratique qui a tué Dieu, mais qui a replacé l'homme au centre des valeurs, c'est-à-dire la vie humaine. Ouais, donc, waouh. Désolé, vous m'avez lancé, c'est la question qui... Ah oui. Non, mais je voyais Ce que je trouve intéressant, donc. Ah oui, attends, il y a une question là-bas. Vas-y, viens ici. Merci. Du coup, rapidement, avant que tu poses, je vois pourquoi il y a un parallèle entre Bleach et Nietzsche. Totalement. À part le mot Nietzsche. Bonjour, voilà. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà avec Nietzsche, j'ai peut-être un manga qui pourrait vous intéresser parce que vous parlez beaucoup des mangas et la philosophie dedans, mais je connais aussi quelques mangas vulgarisateurs dont justement le sujet c'est de vulgariser la philosophie. Il y en a un en 3 tomes qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Dans les pas de Nietzsche et qui vulgarise et la pensée de Nietzsche, celle de Kierkegaard, de Schopenhauer et de Jean-Paul Sartre. Est-ce que vous connaissez déjà ou pas? Moi, oui, je connais, ouais. On connaît, j'ai déjà lu ces œuvres-là. Je les trouve très intéressantes pour se sensibiliser à la pensée de ces auteurs. Elles ont leur intérêt, elles sont très bonnes pour ça. Maintenant, je considère qu'il y a 2 écoles. Soit on veut rentrer dans la pensée de Nietzsche à travers ça, soit on veut rentrer dans cette pensée à travers comment elle a été représentée, à travers une narration. Et des fois, ça peut être plus complet dans la narration. Par exemple, une œuvre Full Metal Alchemist, pour comprendre Kant, tout cela, il y a plusieurs éléments qui sont montrés, mais c'est quand même hyper intéressant aussi cet autre format. Mais il faut aussi prendre le fait avec des pincettes, dire que ça ne se substitue pas à la lecture des textes des auteurs. Oui. Ce qui amène à ma deuxième question. Oui. Je sais que vous avez marqué manga et ça va être surtout du manga, mais est-ce que vous avez aussi essayé de regarder la philosophie dans les animés? Et par là, je veux prendre un exemple très précis, les films du studio Ghibli. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur les films de Ghibli. J'ai même fait des présentations au cinéma, par exemple avec Nausicaa, La Vallée du Vent, vis-à-vis du manga est un genre post-apocalyptique, tout cela. Et par exemple, Princesse Mononoke, il y a une réflexion énorme sur le sens du rapport de l'homme à la nature, du rapport de l'homme à la technique. D'ailleurs, juste pour vous dire, sujet du bac cette année, notre avenir dépend-il de la technique? Princesse Mononoke est une réponse de A à Z à ce sujet. Oui. Il y a le oui, avec justement Dame Eboshi qui dit qu'il faut de la technique pour évoluer. Il y a le non avec évidemment San, tout ça et tout, qui dit que la technique détruit la nature. Et il y a le dépassement justement avec cette réconciliation. Vraiment, je vous le dis après le bac, je suis vraiment désolé. Oui, mais donc il y a un petit peu de sadisme dans tout ça. Mais Princesse Mononoke était la réponse totale et complète à ce sujet de bac philo. Enfin, il y a plus à dire évidemment, une copine ne peut pas se limiter à ça, mais ça donnait déjà des intuitions vis-à-vis des 3 façons de répondre. Donc, voilà. Je dis ça parce que justement, je suis prof de français pour des bacs pro et leur thème cette année c'était rythmique à danse de la vie moderne, quel temps pour soi, et j'aurais montré et expliqué, analysé le film Kiki la petite sorcière pour leur parler de ce que c'était que le surmenage, le burn-out et ce genre de choses, parce que c'est ce qui arrive à Kiki.
Et je terminerai en leur disant que je leur ai aussi montré un animé qui s'appelle Zombie 100 pour leur parler aussi de cette thématique-là. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne fin de séance. Merci infiniment. Merci, mais trop bien. Parce que, oui, on peut applaudir, bah oui. Mais oui, carrément, parce qu'effectivement, Kiki, elle est totalement en burn-out, et dans Zombie 100, t'as vraiment tout ce qui est surmenage et tout qui arrive aussi, c'est assez hyper intéressant. Moi, je trouve ça toujours intéressant qu'on mette toujours le manga dans les cours, etc., parce que ça nous permet, comme tu dis, dans la narration, en fait, l'illustration passe beaucoup plus vite, quoi. Et ça permet de revenir à la santé mentale justement à travers le manga. Et moi, il y a un autre exemple que j'utilise. Je suis désolé, j'ai pris. Mais un autre exemple que j'utilise, c'est Zom 100. Je trouve que c'est hyper intéressant pour parler justement. Écoute, avec quoi? Zom 100, Bucket List of the Dead, le Ah manga, oui. qui parle justement du gars qui est en surmenage burn-out. Et il y a une apocalypse zombie qui se crée et il est heureux. Ça a une réflexion sur la notion du travail qui est hyper intéressante. C'est chez Kana, ça. Il est en animé sur Crunchyroll, non ADN, et il est en manga chez Kana. C'est un truc c'est assez marrant à lire parce qu'effectivement au début il est complètement surmenage et après l'apocalypse arrive et il est en mode ok c'est bon, je lâche tout, je vis la vie de rêve alors qu'il y a des zombies partout. C'est hyper marrant à voir. Et donc là effectivement c'est qu'est-ce que tu fais quand t'es en surmenage quoi, vraiment en fait ton esprit fait ok c'est bon je lâche. Et il y a cette scène hyper intéressante où il retombe sur son ancien chef pendant l'apocalypse zombie. Il a tous les PTSD, c'est-à-dire qu'il se recroqueville de nouveau, il est de nouveau pas bien. Et ça, on l'a tous vécu quand on a un chef qui nous a martyrisés. Après, et on se reconnaît totalement, on se dit ah oui, mais je vois cette boule d'angoisse qu'il est en train de vivre, alors qu'il n'est plus dans le monde du travail, tout ça, pour montrer à quel point on peut se reconnaître dans ce burn-out qu'on peut vivre et les séquelles que ça donne plus tard dans la vie active, dans la vie même privée. Enfin voilà, désolé. Non, mais c'est ça. Et après, justement, petit à petit, il se dit, en fait, pourquoi je reviens sur ce truc-là, sur le trauma. Et en fait, il va philosopher justement sur ce que il a subi. Il fait, mais en fait, maintenant, on est dans un truc où je peux faire ce que je veux. Donc là, il y a un déclencheur qui fait, en fait, c'est bon. En fait, maintenant que je n'ai plus de contraintes, pourquoi m'imposer cette contrainte? Wallo, tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure. Non, j'étais en train de... Déjà, je voulais remercier la personne qui s'est présentée. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pu voir l'évolution un peu au niveau de la société de comment le manga ou les animés ont finalement été acceptés parce que ça a été une vraie bataille culturelle en tout cas. Et de voir qu'aujourd'hui, on a un professeur de philo aussi, un professeur de français qui utilise justement le manga pour illustrer ou faciliter la compréhension auprès des élèves. Pour moi, c'est presque de l'ordre de la révolution parce que on vient d'une époque où c'était très chaud, c'était vraiment très chaud. Et il y a une chose qui m'a interpellé en quoi, c'était comment est-ce que tu intègres pour toi ou peut-être avec tes élèves, parce que c'est vrai il est revenu un petit peu sur le titre de notre émission d'aujourd'hui, comment intégrer le fait d'aller mieux avec les mangas. Moi j'avais une petite anecdote à raconter ou à partager, mais je pourrais vous la partager juste après avoir ta réponse. Alors, avec mes élèves, comment intégrer le fait d'aller mieux avec le manga? En fait, en tant que prof, on a toujours, et je pense que ça pourrait être dit, c'est pas un métier où on est juste avec des chiffres, on est avec des humains qui des fois, il y a une sensibilité qui se crée avec l'élève, qui nous rappelle nous quand on est plus jeune, ou lui qui se passionne pour notre matière, tout cela et tout, et qui des fois viennent nous parle et dit monsieur j'ai un problème en ce moment. Et la philosophie fait que le professeur de philosophie a toujours cet aspect de sage vis-à-vis de l'existence, qui donne. C'est encore valable aujourd'hui. C'est encore un peu valable aujourd'hui, même si je ne suis pas un modèle de sagesse à suivre. Mais donc les élèves ils viennent et ils disent monsieur j'ai ce problème en ce moment avec ma famille et tout, je me sens pas bien, comment ça peut et oui je pourrais répondre en tant que philosophe et être très académique oui vis-à-vis par exemple de ce problème que tu rencontres, la bonne action, si tu es conscient, tu dois faire la bonne action que te commande ta raison. Maintenant, dans la vraie vie, il y a d'autres circonstances qui peuvent ramener plus de légitimité à l'autre façon d'agir. Et oui, je peux parler aussi de manga des fois parce que les mangas créent aussi des mentors dans notre esprit, des personnes à suivre. C'est-à-dire que des fois, on se sent perdu. Ça peut arriver, on est perdu dans notre vie et on se dit comment ce personnage aurait réagi. Et je me calque sur ce personnage pour me dire, je vais faire, par exemple, je suis face à la pire situation possible. Comment Guts aurait réagi? Enfin, voilà. Bon, lui, il prend une grosse épée, il casse tout. Mais t'es allé hyper loin. Guts voilà. Direct, quoi. Là, on est allé sur l'extrême. Mais par exemple, vous voyez, en reprenant Zom 100, par exemple, je suis avec mon patron qui me martyrise. Ok, comment il a fait, lui, pour dépasser ce traumatisme? Comment je peux le faire, moi, pour me dépasser? Ces personnages que créent les auteurs de manga sont des archétypes de pensée et d'éthique
à potentiellement suivre ou pas, justement, et un personnage qui nous fascine par sa façon de voir l'existence, porte en lui aussi, par l'écriture qu'a réalisé le mangaka, une forme de sagesse et une forme d'enseignement que l'on peut suivre pour essayer de se calquer. Et ça se voit avec beaucoup de choses que l'on fait dans la vie, toujours dire « Ah, mais ce personnage, il me ressemble, dans sa façon de faire les choses, tout cela. » Et quand on est vraiment pas bien, c'est possible que je me dise, pour revenir sur le manga que j'ai dit tout à l'heure, « Oh, j'ai envie de tout lâcher. Non, Naruto n'aurait pas abandonné. Bah, allez, je fais... » Ça a l'air puéril. Mais en fait, comme le dirait Camus dans le mythe de Sisyphe, il le dit, les questions philosophiques les plus importantes sont celles qui vont avoir une action dans notre vie concrète en fait. Et c'est, par exemple, Camus dit les questions ontologiques de Platon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le plus important, c'est la question du mal-être vis-à-vis de l'absurde qui peut amener la mise à mort volontaire. Ça, c'est une vraie question philosophique. Et donc, si finalement ce personnage me permet de me sentir mieux et factuellement m'a permis de faire quelque chose en pratique de positif dans mon existence, oui, faisons ça. Bah franchement, c'est là, c'est si j'étais parmi les jeunes aujourd'hui, je rêverais d'avoir un prof de philo comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est effectivement moi le problème que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune avec les cours de philo. Alors je faisais pas forcément de lien avec le manga parce que je vivais ça à côté, mais c'est un cours que j'ai longtemps attendu parce que je me posais des questions déjà très très jeune, peut-être un peu plus jeune que toi encore, mais je trouvais pas dans les cours de philo, en tout cas tels qu'ils étaient enseignés, je trouvais pas d'écho à ce que je vivais, et c'est cet aspect pratique justement moi que je reprochais, où je trouvais que finalement le réfléchir pour réfléchir, oui, ok, mais si c'est pas pour me porter une action plus tard, moi c'est pas ma came. Donc là, l'entendre dire comme ça avec un prof de philo moderne aujourd'hui, moi ça me touche particulièrement parce que je me dis voilà le genre de prof que j'aurais aimé avoir étant plus jeune. Et t'avais une anecdote aussi à raconter. Bah attends, anecdote. Bah tu l'as dit. Donc comme c'est vrai qu'on est sur santé mentale, je vais la partager assez rapidement avec vous. Donc comme je vous l'ai dit en début d'émission, moi pour mon grand parcours, c'est que je suis devenu thérapeute avec un modèle qui s'appelle l'intelligence relationnelle, mais je rentrerai pas dans les détails. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce modèle-là, on regarde ce qui se passe au niveau de ce qui vous gêne aujourd'hui, en se référant bien évidemment à votre passé et au trauma que vous pouvez avoir eu. Et je regardais un épisode de Hunter x Hunter. Est-ce que les gens connaissent Hunter x Hunter dans la salle quand même? Un petit peu, voilà. Donc Hunter x Hunter, c'est un manga. Et aux zéro fans. Hunter x Hunter, c'est un manga, mais c'est aussi une adaptation animée. Donc j'en suis un grand fan. Et il y a plusieurs arcs dans Hunter x Hunter qui sont très intéressants. Je vais reprendre un moment qui a été clé pour moi en tant que thérapeute, parce que déjà ça m'arrive d'accompagner. Donc j'ai des fois des jeunes personnes qui ont des soucis de communication, soit avec leurs parents. Et je regardais un épisode où un des personnages qui s'appelle Kiroa retourne chez ses parents parce qu'il veut sauver son ami Gon qui est malade. Et il a une discussion avec son père. Et j'ai été très touché par ce moment-là parce que j'étais dans la même problématique en fait. Moi, j'avais pas de communication, j'en ai jamais eu, voire très peu avec mon père. Et j'avais déjà vu l'épisode à plusieurs reprises. Et je sais que c'est quelque chose de fondamental dans les réparations je vous dirais, psychique qu'on peut avoir dans le rapport avec les parents. C'est très compliqué pour tout le monde, mais j'avais pas cette possibilité d'avoir cette discussion. Et donc, en tout cas avec mon père. Et c'est quelque chose qui était compliqué parce qu'il y a des choses que j'ai envie de partager avec lui, mais qui n'ont jamais pu se faire. Puis culturellement, dans l'éducation que moi j'ai reçue, le père est de son coin, c'est plutôt la mère qui éduque ses enfants. Et j'avais déjà vu cet épisode, ça m'avait rien fait. Et un jour, j'ai une thérapeute également, donc je discute avec elle, on recadre certaines choses sur mon histoire avec mon daron, je revois l'épisode, et là, je tombe en larmes. Je tombe en larmes parce que je vois un Killua, et surtout son père, qu'on présente comme étant l'assassin terrible, qui prend le temps d'être à l'écoute de son fils, et je me dis, mais en fait, c'est ça qui te manque, c'est ça que t'as jamais eu, c'est ça que tu recherches. Et je suis touché par cet extrait-là, parce que moi j'ai fait un chemin entre-temps, mais avant je regardais sur l'épisode, Killua il parle avec son daron et basta. Le fait d'avoir progressé moi de mon côté, tout d'un coup j'ai pris j'ai pris acte, j'ai pris l'ampleur d'une petite discussion comme ça, où le père Zoldyck prend le temps de discuter avec son gamin. Et là, je me suis souvenu également que, étant petit, moi, j'ai grandi devant la télé en étant beaucoup seul. Et je vois à quel point les animés et les mangas nous ont impactés, comme il en parlait au début, et nous ont éduqués, entre guillemets, à notre insu.
sur des choses qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, même avec nos parents. Donc la petite anecdote, c'est ça, c'est-à-dire que cet extrait-là m'a tellement nourri qu'il m'arrive des fois de le ressortir quand j'ai des clients qui connaissent Hunter x Hunter, sinon je leur en parle pas, mais quand ils rencontrent des problématiques de ce genre-là, je dis tiens, revois cet épisode-là. Si tu aimes bien, alors des fois j'utilise d'autres éléments de pop culture comme Stranger Things. J'ai le cas avec une de mes patientes qui est fan de cette série, et donc là je dis ok, bon bah voilà la situation que tu as rencontrée, voilà à peu près à quoi ça correspond là, et bam, ça elle imprime. Donc pour en revenir au manga, un des extraits, pourtant qui est quelque chose de très anodin, m'a impacté tout simplement sur cet élément de discussion entre Killua Zoldyck et Silva de Geek, son père. En fait, tout ça, ça va dans l'émotionnel. Parce que du coup, on a les histoires, les illustrations qu'on voit, nous impactent par notre rétine ou par les oreilles. Mais en même temps, du coup, ça reste quelque chose d'émotionnel qui va venir faire un souvenir et en même temps nous impacter. Donc, dans ce cadre-là, Ça crée de la catharsis finalement. Ça a permis de vraiment d'expulser quelque chose qui ressentait. Enfin, c'est hyper intéressant, oui. Ok. Depuis tout à l'heure, du coup, il vous parlait de l'importance l'importance que peut prendre les mangas dans la vie, en tant que ça peut nous aider à raison. Mais la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qui distingue le manga des autres formes de fiction? Parce qu'on le sait, du coup, comme vous l'avez dit, la fiction peut nous apporter quelque forme de catharsis. Mais qu'est-ce qui, par exemple, apporterait le manga de plus que d'autres formes de fiction comme le roman, par exemple? Ah, waouh. vas-y, moi Je veux commencer. on a tous. C'est une très bonne question. Ouais. Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Pour comprendre cela, il faudrait s'intéresser à l'histoire. On dirait que je vais revenir en 2000 ans en arrière, mais non. Faut s'intéresser oui, presque, à l'histoire du manga, comment il s'est créé, et surtout, qu'est-ce qui fait que le manga est une œuvre, enfin, un genre unique de littérature. C'est le fait que les Japonais ont déjà, d'une part, c'est une narration graphique qui a été jamais interrompue de certaine façon, donc il y a toujours eu cet aspect pédagogique avec, il n'y a pas de peur de mettre des choses importantes dedans, mais surtout, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils ont connu l'apocalypse, la destruction, ce qui fait que les mangas sont presque tous post-apo, et ont tous des codes post-apo qui nous permettent, et en fait, c'est même les seules œuvres qui traitent d'une urgence post-moderne, vraiment, là, dans nos sociétés, que les autres de fiction ne traitent pas encore parce qu'elles n'ont pas eu ce vécu. Pour faire plus simple, en fait, peu importe le manga que vous lisez, il y a des codes. Par exemple, dans les shonen, les parents sont jamais là. C'est parce que les parents sont morts pendant la guerre. Enfin, c'est des choses comme ça. Ou par exemple, il y a des éléments au niveau des méchants qui sont toujours lumineux, idéalistes, tout ça. Ça, c'est une sorte de attention. Ne vous fiez pas aux idéaux. Restez sur la vie réelle, des choses comme ça. Et en fait, tous ces éléments-là font du manga un élément unique qui donne un regard sur la réalité beaucoup plus cru, beaucoup plus probe, beaucoup plus, on va dire, incisif. Qui fait que si je le compare à de la bande dessinée, bon, la bande dessinée franco-belge et tout, il y a de tout évidemment. Ce n'est pas que du Gaston Lagaffe ou du Astérix, tout cela. Il y a aussi de la fiction post-apo, ça et tout, dans le genre cyberpunk, tout ça évidemment. Mais l'histoire particulière du Japon a créé une richesse dans la narration au niveau des mangas qui fait que ça devient des œuvres qui vont nous toucher à un niveau extrêmement fort. Parce que ça n'a pas peur d'aller au fin fond de ce qu'est l'humain en tant qu'il peut créer l'apocalypse et se relever après l'apocalypse. Et on revient aussi sur la définition au Shinto tout à l'heure, où il y a des interactions entre le monde des vivants et le monde des esprits. Tout fait sens et tout fait humain en fait, et tout fait commun. Du coup, c'est vrai que ça va partager des valeurs communes plutôt à chacun d'entre nous, et vu que c'est encore plus imagé et par le découpage etc qu'on connaît par les films, et donc on a déjà ces images-là et ce vocabulaire-là par les films et par ce qu'on voit, donc ça nous rentre encore plus en résonance. Je vais essayer de répondre à votre question parce que pour moi ça fait partie des questions fondamentales que je me pose depuis que j'aime les animés. Et j'ai toujours eu cette question de fond qui me travaille toujours l'esprit aujourd'hui, de savoir, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait que le manga a cet impact qui est beaucoup plus fort que les autres formes de fiction ou de narration. Bon, vous avez évoqué le roman. Pour moi, avec le temps et le recul, je dis d'abord que c'est la narration. Pour moi, la révolution du manga n'est pas graphique, même si je sais que j'ai les gens de ma génération vont me dire oui, non, mais quand même, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est d'abord la narration.
C'est-à-dire que dans la façon de raconter les histoires, de ce que j'ai pu observer aujourd'hui, les auteurs de manga, et peut-être parce que justement il y a l'héritage du Shinto, et comme il l'a dit tout à l'heure Gatsu, ils vont vraiment profondément dans les choses. Maintenant, pour vous donner des exemples, si on reprend une expérience humaine, et c'est qu'un modèle, ce que je vais dire là n'est pas la vérité absolue, simplement pour vous faire comprendre. Une expérience humaine, c'est quoi? C'est un comportement. Par exemple, là je me lève, c'est quelque chose d'objectif, tout le monde me voit marcher, voilà, c'est une expérience, Wallo s'est levé de sa chaise. Mais en même temps, ici, il y a d'autres choses qui se passent au niveau de mes émotions. Donc au niveau de mes émotions, vous devez peut-être entendre les trémolos dans ma voix, je suis un peu stressé, mais je vis en même temps que je me lève un peu de stress, des émotions. Les Japonais, non seulement vont narrer l'histoire sur le fait de me lever, ils peuvent vous le découpage juste à travers une page, ou simplement s'arrêter sur des moments d'un comportement ou d'un mouvement, n'est pas le même dans les autres formes de narration. Il y a quelque chose d'assez spécifique qui, pour moi, se rattache au Shinto, mais je pourrais pas le développer là, ça serait trop long. La troisième chose dans une expérience humaine, et je dis bien que c'est qu'un modèle, donc je vous ai parlé du comportement, des émotions, mais il y a aussi tous les processus internes qu'on a, c'est-à-dire le dialogue interne. Pendant que je vous parle, je suis en train de me dire, putain, mais est-ce que je suis pas en train de les embrouiller, de les embarquer quelque part? Oui, j'ai cette petite dialogue interne, et il y a également donc tout ce que je suis en train de me dire, avec les histoires que je me raconte qui sont peut-être fausses, et les choses qui sont vraies, mais il y a aussi ce que j'imagine. Il y a aussi tout ce que le cerveau je vais pas rentrer trop dans le détail, mais toutes les images que le cerveau génère. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, bon, j'espère que vite on arrive, je regarde l'heure, là, depuis tout à l'heure, j'attends qu'il soit 18h15 pour se barrer. Les Japonais, si vous prenez le temps, en analyse juste mes deux bases, vous verrez que dans la narration, ils couvrent tout. C'est-à-dire que vous allez avoir comment dirais-je, on est touché par les personnages parce qu'on arrive non seulement à vivre ce qu'ils se disent, à voir ce qu'ils imaginent, comment ils interagissent, et on arrive à voir toutes leurs contradictions. Les personnages pour moi de manga et d'animé sont des personnages qui n'ont pas peur, enfin ce sont des œuvres qui n'ont pas peur de nous montrer dans nos contradictions. Mais véritablement. Et dans les contradictions, il y a des trucs que nous, personnellement, on n'aime pas gratter ou peu. On peut retrouver ça dans certaines œuvres, dans certains romans. Après, bon, moi, il y a des choses que je lis. Oui, je suis fan d'animé et de manga, mais je lis pas que ça. Il y a mais si on vient sur mes autres passions, on dit, mais Wallo, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à voir là. Non, j'aime le manga, c'est toujours là. Mais, il est vrai que si je devais comparer avec le comics, si on devait rester sur de la BD ou de la BD franco-belge, on n'atteint pas ce degré de précision. On l'atteint pas. Et c'est un premier point. Pourquoi ça nous touche beaucoup? Là, on va revenir sur des questions éditoriales. Les Japonais et les éditeurs japonais ont compris que le public, un public de consommateurs, mais qui se pose ces questions de fond, ce sont les préados et les ados. Et quand vous regardez même la littérature d'aujourd'hui, il y a quoi pour les préados et les ados? Les questions de fond telles qu'elles sont traitées sans détour, parce que des fois on lit des trucs, on dit waouh, c'est hardcore et tout, mais on s'y retrouve, ou souvent les gamins s'y retrouvent, parce qu'il y a des questions de fond qu'ils n'arrivent pas à aborder avec leurs parents, comme il le disait tout à l'heure, quand Gatsu explique que quand il a 10 ans, lui il arrive, il se pose des questions, et qui sont des vraies questions. Mais quand vous n'avez pas ces interactions-là avec des adultes, comme ça peut être le cas aujourd'hui, et que vous le trouvez davantage dans les mangas, mais ça vous nourrit. Et moi, pour moi, le point clé, et bon, bien sûr, ça n'engage que moi, ça reste discutable, mais je le trouve plus à cet endroit-là. Après, il y a toujours des auteurs dans d'autres domaines qui le touchent, mais aujourd'hui, j'arrive pas à m'expliquer autrement que ça a autant de succès parce que ça touche à des choses profondes qui nous parlent, et surtout qu'on visite ce que nous sommes vraiment sur l'expérience humaine, comportement, processus interne. Bon, c'est un terme technique, mais en gros, ce que je me dis, ce que je me raconte, c'est visiter. Vous voyez, vous avez souvent des bulles entre ce que le perso va dire, et puis tiens, il pense à ça. Alors, on le retrouve ailleurs, mais c'est vraiment dans la narration japonaise, je pense que c'est vraiment typique. J'essaie de trouver on le voit beaucoup, par exemple. On le voit beaucoup dans, par exemple, Akira, le film. En fait, on a une magnifique représentation de l'intériorité de Tetsuo, de tout ça qui est en train de se métamorphoser. On n'est pas sur l'exposition de la situation, on est sur l'exposition de la folie interne qui est en train d'exploser à travers la sueur qui tombe, tout cela et tout. Effectivement, le manga est très fort pour narrer l'intérieur de la personne. Voilà, exactement. À l'extérieur. Pour moi, c'est ça, c'est la capacité à raconter
ce qui se passe en vous, en fait, qui est exposé et qui est montré. La différence avec les Japonais, c'est ce que je trouve en tout cas dans la narration japonaise, c'est qu'elle va pas dire, elle va être capable de montrer en image des choses très complexes, mais elle se centre sur ça. Mais vous réagissez tout simplement parce que vous avez un cerveau et que c'est comment dirais-je, ça, c'est ce que j'appelle vraiment un effet miroir. Vous l'absorbez automatiquement parce que ça fait sens. Mais c'est beaucoup montré là où, je dirais, dans d'autres formes de fiction, on va parler. On va plus utiliser la parole. On va décrire la Par exemple, dans les romans japonais, on est aussi dans les trucs post-apo parce que la plupart sont contemporains aussi. Donc on a aussi cette urgence. Mais effectivement, en lisant des romans japonais, moi j'ai pas ce sentiment j'ai mon image qui se fait dans ma tête, etc. Le découpage qui est fait et je suis pris dans la narration parce que pareil, ils écrivent excellemment bien. Il y a plein de titres de romans japonais qui sont géniaux. Mais sauf que dans le manga, le fait d'avoir de l'image et de me dire, ok, je suis en train de vivre la même chose que plein de personnes, on voit la même chose au même moment avec cette bulle-là, et ça nous a tous touchés. Bah ouais, pour moi, il y a que le manga qui réussit ça, quoi. Non, Le manga, c'est génial. le manga, c'est génial. Et d'ailleurs, ça m'a étonné que Wallo ne parle pas d'Akira, mais que quelqu'un d'autre en parle. Je sais pas si t'as vu ses yeux, se sont éterqués. J'ai vu qu'il y avait un tour que vous avez. J'avais un petit truc parce que Wallo a écrit des mémoires sur Akira et t'en parleras plus fort. Je crois qu'on est déjà à la fin. Oui. C'est ça, hein, ça passe très vite, 45 minutes. On peut toujours discuter sur le côté. On peut toujours rediscuter sur le côté. En tout cas, on vous remercie de votre présence, de vos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment de compagnie. Voilà. Puis après, on reste ouvert à la discussion. Bon, là, on est pris par le timing. Bien sûr. Quelque chose à rajouter, Gatsu? Et si ça vous intéresse, mon ouvrage Manga Philo est disponible au quartier manga. Vous demandez, c'est donc dans le quartier manga au centre, et vous pourrez le trouver. Je fais des dédicaces pour toute la Japan. Vous revenez avec l'exemplaire et puis c'est avec grand plaisir. Il est édité chez l'étudiant. Chez l'étudiant. Donc ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez retrouver donc le livre Manga Philo de Gatsu Sensei chez l'étudiant. Merci au public, merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Merci à Gatsu Sensei, merci à Wallo, merci à Sei pour nous avoir organisé tout ça. Merci aussi à l'équipe de Japan Expo. Oui, et on va mettre le générique. Casse Départ, l'émission Trait d'Union Entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Et sur YouTube.